Bonjour mes amis. Bonjour, professeur. Bonjour, Rossa. Oui, bonjour. Nous sommes déjà là. Oui, je vous vois. Ça y Nous est. allons voir aujourd'hui le dernier chapitre. Après, je vais vous donner les instructions pour la suite, hein. La suite, ça sera des évaluations, exposés, évaluations. Je vais vous donner à la fin. C'est un petit chapitre qu'on va voir aujourd'hui. Allez. Euh, bien, voilà. Le dernier chapitre que nous allons voir concerne l'espace personnel. Et ici, nous serons beaucoup plus chez les humains. Ben, c'est un concept qui existe également dans le monde animal, donc dans les sociétés animales. Et c'est très important, ces chapitres, comme nous sommes en train d'étudier. Dès le début, nous avons parlé de la vie sociale que nous avons définie comme étant caractérisée par les différents types de contacts, les contacts entre les individus dans une société donnée. On a vu jusque-là, nous sommes en train de voir quels sont les contacts qui existent, comment ça se présente dans une société. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de cette notion de l'espace personnel? L'espace personnel à ne pas confondre avec la distance critique individuelle. Nous avons dit que la distance critique individuelle qui découle de deux tendances, attaque ou évitement d'autres, c'est un peu différent de la distance critique de l'espace personnel. C'est quoi l'espace personnel chez les humains? Distance sociale fonctionnelle. Chez les animaux, vous avez ce qu'on appelle distance critique individuelle, distance critique de fuite. Donc, il s'agit, nous allons voir que cette distance, comme je vous avais dit la fois passée, on peut, à partir de la distance fonctionnelle, le positionnement de deux individus en contact ou qui échangent ou qui débattent un sujet, on peut, sans toutefois entrer en profondeur, savoir définir les relations qui existent entre les deux personnes à partir de la distance. Et cette distance, vous allez voir plus loin que ça dépend de pays, ça dépend des cultures. Il y a les gens, pour se parler, ils doivent être très proches, il y a d'autres qui doivent être un peu plus éloignés. Et c'est très important lorsque vous voulez partir dans un pays, c'est très important d'avoir une idée parce que vous pouvez être disqualifié. Disqualifié dans une entrevue, disqualifié dans un pays à partir de cette distance que vous maintenez entre la personne à qui vous vous adressez. Donc, pour d'autres personnes, dans d'autres pays, à fonction de la distance, quand vous vous approchez plus, cela peut être traduit comme une sorte de confrontation. C'est comme un défi que vous lancez à cette personne-là, dans beaucoup de cultures. Vous allez voir que, par exemple, chez le Japonais, lorsqu'ils se parlent par respect, ils sont un peu plus éloignés et puis ils inclinent un peu légèrement la tête. Donc, la distance, c'est quand même une notion très, très, très importante lorsqu'il faut parler de la vie sociale qui est caractérisée par différents types de contacts.
Chez l'homme, espace et culture. Nous avons ici les travaux de l'anthropologue Hall qui a mesuré la distance individuelle. Donc ici, nous avons l'anthropologue, le chercheur qui a beaucoup plus travaillé. L'anthropologie, c'est la science qui étudie les humains. Donc il a essayé un peu de mesurer cette distance chez les humains, la distance individuelle. Il a montré qu'au cours d'une conversation entre deux interlocuteurs, il est plus petite dans les pays latins que dans les pays anglo-saxons. Donc, dans les pays chez les latinos, hein, le latino, cette distance est très, très courte. Les gens sont très proches lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils discutent, que dans les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons où on parle anglais, les gens ont tendance à être un peu à l'écart, à s'éloigner lorsqu'ils parlent. Donc, la distance varie en fonction donc de culture et de pays. Ça, ce sont les études qui ont été faites par Hall. Alors, chez les Américains, par exemple, Hall a défini les distances suivantes. Ça, nous sommes chez les Américains. Les gens qui se parlent, c'est souvent entre 15 et 45 centimètres. C'est une distance, lorsque les gens se parlent, vous ne vous rendez pas compte. Je vous assure que lorsque vous parlez, vous allez essayer de vérifier cela sans se rendre compte. Mais lorsqu'on fait la moyenne, lorsqu'on mesure entre des individus, des interlocuteurs, on constate que la distance qui les sépare, varie entre 15 à 45 centimètres. Donc, on se regarde, on est là, la distance est de 15 à 45. Cette distance aussi, même pour les amoureux, vous allez voir que les amoureux ont tendance à se rapprocher. Quand les amoureux parlent, la tendance est de se rapprocher. Quand les ennemis, les gens, deux frères ou deux sœurs ennemis qui se séparent, la tendance est de s'éloigner. C'est rare que deux ennemis se rapprochent pour se parler, mais par contre, les amoureux, ceux qui ont des relations intimes, ont tendance à se rapprocher. Ceux qui sont des ennemis ont tendance à se... Alors, donc, cette distance varie. À partir donc de cette distance, on peut déjà savoir déterminer le type de contact ou de relation qui unit deux individus. 15 à 45 cm de distance critique intime qui s'accompagne d'une grande implication physique et d'échanges sensoriels élevés. Ici, nous sommes chez les Américains. Nous avons 45 à 35 cm. Distance personnelle utilisée dans les conversations particulières. Dans les conversations particulières. Vous allez voir ça. On va voir ça plus loin. Même lorsque, par exemple, le chef de l'État s'adresse à la population devant une foule, vous allez voir que devant une foule aussi qui n'est pas amie, la distance varie. Lorsque le chef de l'État est dans les conseils conseils de ministres, vous allez voir qu'il y a aussi une distance qui est respectée. Il y a une distance. Donc, la distance varie en fonction des événements, en fonction de la culture et aussi en fonction du pays, des relations aussi qui renient les deux individus. C'est pour cela, je vous disais dès le départ, quand je parlais de l'élément des compétences, le but de ce travail, de cette étude, le but de ces cours, quand je disais qu'à la fin de ces cours, il faut que nous puissions booster le leadership des étudiants finissants ou des apprenants en biologie, que vous soyez capables d'agir dans la société comme des cadres compétents. Et en passant, je vous avais dit que votre place n'est pas seulement au laboratoire, vous n'êtes pas formé pour aller regarder les microscopes. Ça, c'était une conception erronée de la biologie.
qui s'oppose même à la définition de la biologie. Rappelez-vous du niveau de la complexité de la biologie qui s'étend de la cellule jusqu'au niveau de biome, de grandes formations biologiques dans le monde qui renferment des milliers d'écosystèmes. Donc, partout où il y a la vie, les biologies doivent se retrouver là. Et ici, par exemple, avec cette petite notion, vous êtes le bienvenu dans le service des renseignements. Et le service des renseignements, qu'on appelle le service d'intelligence, fonctionne sur base de ces observations. Donc, vous pouvez travailler aussi dans le service des renseignements. Ça ne peut pas surprendre les gens, mais qu'est-ce qu'un biologiste fait dans le service des renseignements? Oui, parce que le biologiste étudie la vie. Étudie la vie. C'est quoi la vie? La reproduction, la croissance, les différents contacts. Comme nous avons défini la vie sociale, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, vous pouvez être un observateur si vous faites la filature de quelqu'un dans le suite de l'enseignement pour comprendre un peu qu'est-ce que ces gens-là préparent. Rien qu'avec la descente, vous pouvez déjà évaluer chaque fois quand ces gens se rencontrent quelque part. C'est partout au monde, en Occident, lorsqu'on fait, on veut avoir des informations sur deux personnes ou sur un groupe de mercenaires, un groupe de terroristes. Lorsqu'on veut avoir des informations, c'est sur base de ces études-là, ces études que je viens de vous donner, qu'on observe, parce qu'on ne fasse pas d'observation. On se met de loin, on observe avec des jumelles, on regarde, hier, ils étaient à tel endroit, après, ils étaient ici, ensuite, on observe la distance. On regarde la distance. Bon, heureusement, aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. On utilise actuellement, il y a des appareils photo, des appareils photo qu'on utilise. On peut, à une certaine distance donnée, non seulement on vous filme, mais on peut aussi avoir, avec les appareils très compliqués, très sensibles, on peut également accéder à votre conversation, même de loin. C'est comme on vous prend la photo, de la même façon aussi, on vous filme et puis directement, les appareils sensibles, ça prend également la conversation que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ça. Alors, 45 à 135, nous avons dit que c'est la distance personnelle utilisée dans les conversations particulières. Par exemple, l'exemple des conversations particulières, nous avons les cas du conseil de ministres. Le conseil des ministres, par exemple. Quand vous regardez euh, un enseignant à présentiel devant des étudiants, il y a quand même une certaine distance qu'on garde entre là où vous êtes assis, n'est-ce pas, les bancs, vos chaises, avec le parloir, là où le professeur se met pour enseigner. Il y a une certaine distance qu'il faut respecter. Il y a une certaine distance. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, il s'agit à ce moment-là il s'agit à ce moment-là de conversations particulières dans les contextes, dans les cadres de l'enseignement des cours. Nous avons aussi une distance de 120 à 370. Ça, c'est la distance sociale entre les amis et collègues de travail. Voyez, c'est très important. Même entre collègues du travail, il y a une distance entre collègues du travail. C'est très important. Vous savez, ce sont des notions. Et peut-être dans notre pays, on ne tient pas compte de ceci, mais je peux vous rassurer que vous pouvez être disqualifié si vous n'avez pas l'idée de ces notions que je vous donne. Vous pouvez être disqualifié dans un laboratoire. On vous reçoit dans un laboratoire, ce qui n'est pas impossible. Quand vous allez finir vos études ici, tous ceux qui auront envie de poursuivre
Vous allez dans un pays, par exemple au Japon. Vous allez, par exemple, au Japon. Vous allez au Corée, puis ensuite, États-Unis et consorts. On vous donne la place dans un laboratoire ou dans un bureau, parce que d'habitude, dans la plupart des pays, les bureaux, ce sont de grandes salles. Ce n'est pas quelqu'un avec son petit bureau enfermé, non, non. Ce sont des bureaux où on a mis des séparateurs et vous travaillez tous ensemble. Il y a des distances. Les gens vous observent. On vous observe. On peut vous comprendre que bon, c'est normal. Bon, il vient dans un pays où les gens qui se parlent doivent être très proches. On peut vous comprendre. Mais il y a des gens qui sont très stricts. Vous pouvez être disqualifié. Disqualifié, c'est-à-dire, vous pouvez voir qu'on ne renouvelle pas votre contrat parce qu'on a constaté que vous, vous avez une trop de façon de vous adresser aux gens. Par exemple, à la hiérarchie, vous ne respectez pas la distance quand vous parlez avec la hiérarchie. Il y a des gens qui sont très stricts sur ce point. Donc, quand vous voulez vous adresser à un chef, quelle est la distance que vous devez maintenir? Est-ce que vous vous approchez trop ou vous êtes un peu plus loin? Donc, c'est pourquoi c'est vraiment très important et vous allez voir que dans la plupart des cas, les sanctions en rapport avec cette distance, ce sont des sanctions qu'on n'écrit pas souvent sur les papiers que voilà, par exemple, on ne veut pas renouveler votre contrat parce que vous ne donnez. Ce sont des sanctions. Parfois, vous allez voir qu'on ne renouvelle pas le contrat pour rien et vous dites, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi? Mais, et pourtant, quand on regarde, par exemple, même à l'accueil, quand les clients arrivent, même quand vous êtes là comme secrétaire ou vous êtes conseiller du chef de l'État, mais on a constaté que quand vous vous adressez aux visiteurs qui arrivent, vous avez une certaine légèreté par votre façon de vous approcher, la distance avec le visiteur, et ça peut aussi mettre mal à l'aise le chef. Et on ne vous dira pas ça. Vous allez compter seulement que non, non, allez peut vous reposer, me poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est parce que il y a des petits gestes que vous faites qui énervent, les petits gestes qui font que ça ne, ça déshonore un peu, n'est-ce pas? Le chef dans les contacts que vous avez avec le visiteur, parfois votre façon de parler, de regarder, d'approcher le visiteur, et ça peut créer des problèmes, ça peut créer des frustrations. Donc, là, ça, c'est la distance, l'espace personnel dans la société, qui fait partie des différents types de contacts sociaux, qui peuvent également être à l'origine des conflits, qui peuvent également envenimer les relations ou détruire les relations sans se rendre compte. Alors, plus de 3,75 mètres, il y a une distance. Ici, il s'agit d'une distance publique lorsqu'on s'adresse à des groupes. Lorsqu'on s'adresse à des groupes qu'on ne connaît pas, à un public diversifié, à ce moment-là, généralement, on utilise une distance de plus de 3,75 mètres. Cette distance ici, les experts, les experts, les experts, lorsque, par exemple, on installe les podiums, par exemple, pour une autorité qui doit s'adresser au public. Les experts savent, ils tiennent compte de ceci. Et je dis, je suppose, mais du moins c'est ça. Et je me souviens, quand nous sommes allés remettre le titre de docteur honoris causa au chef de l'État, nous, les professeurs, on était assis à gauche. Il y avait une distance entre le podium où on devait lui remettre quand il était venu à l'université. Je ne sais pas si vous étiez là. Il y avait une distance respectée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trop s'approcher. Il était devant, nous on était assis, mais vous allez voir que si cela ne s'était pas fait d'une façon intelligente, c'est-à-dire que réfléchi, pas une simple coïncidence, mais vous allez voir que la distance est toujours de plus de 3,75 mètres. Le chercheur Alm, il a mesuré. On a fait plusieurs expériences. Les gens qui font des réunions
qui s'adresse aux gens. On prend toutes ces mesures, on mesure, et puis ensuite, on fait la moyenne et on trouve ces distances-là. Donc, c'est une distance inconsciente. C'est une distance inconsciente. Lorsque ça se fait, c'est vraiment inconscient. Inconscient parce que lorsque vous avez deux personnes, fille, garçon, qui n'étaient pas amoureux, qui se séparent, vous allez voir que avant qu'ils aient des relations intimes, la distance sera un peu plus grande. Je sais pas, peut-être dans le couloir, vous allez voir que même dans les couloirs, quand ils se séparent, vous allez voir que la distance est un peu, on laisse un peu de l'espace, mais on peut constater qu'il y a déjà des relations intimes à partir de la distance. Vous allez voir l'approchement, les gens qui se parlent, avant, ils étaient un peu plus éloignés. Après, vous allez constater que les gens ont tendance à se regrouper. Quand ils se parlent, on baisse la voix. On est plus proche, mais on parle à basse voix. Ça montre déjà l'intimité qui commence à se créer. Plus proche, mais on parle à basse voix. L'espace est dominance. Lorsque plusieurs personnes sont confinées dans un espace réduit, on observe beaucoup de phénomènes de dominance, la hiérarchie, par exemple, dans la prison. Dans la prison, par exemple, actuellement, on a les problèmes de la prison, on ne veut pas entrer dedans. Ce qui s'est passé, on ne sait pas. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Donc, lorsque plusieurs personnes sont confinées dans un espace réduit, on observe beaucoup de phénomènes de dominance. La hiérarchie, par exemple, dans la prison. Dans la prison, vous allez voir que dans la prison, quand les gens se confinent, c'est lui qui, l'individu dominant dans cet espace réduit. Cet individu a tendance à s'éloigner, à occuper une place un peu, être un peu plus éloigné que les autres. Les faibles seront ensemble et les plus dominants ont tendance à s'éloigner. Donc, il y a une relation, une corrélation entre l'espace et la dominance. L'individu, le dominant, le plus fort, sera un peu plus éloigné que les autres dans cet espace réduit et le plus faible seront plus proches. Ça, c'est la corrélation. Et vous avez les cas de la hiérarchie dans la prison. Dans la société humaine, l'élite sociale dispose de plus d'espace sous la forme de terrains d'habitation plus vastes, d'un grand nombre de pièces par maison. C'est comme ça, vous allez voir ceci, mes chers amis, l'espace personnel, l'espace et la dominance. Vous allez voir que dans une société humaine, les plus riches, regardez les maisons des milliardaires aux États-Unis, des milliardaires même au Congo. Je vous donne un exemple très simple que vous connaissez. Regardez Kingakati. Voyez, quand vous regardez Kingakati, c'est pour un individu, les hectares, c'est tout un pays. C'est comme une petite ville dans une ville. Vous voyez, c'est-à-dire que les riches, les élites, disposent de plus d'espace sous la forme de terrains d'habitation plus vastes, d'un grand nombre de pièces par maison. Vous allez voir, quand vous regardez, vous allez à Montfleury, vous allez voir que les gens qui ont beaucoup d'argent ont tendance à avoir des grands. Ils peuvent peut-être avoir, il peut être seul, il est seul dans une maison, mais avec beaucoup de pièces. Vous allez voir une seule personne qui a des hectares et des hectares, et les pauvres, les faibles, occupent des petits espaces. Vous allez voir des petits espaces quand vous allez, par exemple, comment on appelle ça? Il y a un truc là où il y a les prostituées, là, comment on appelle ça? En ville où il y a des prostituées. Oh, j'ai oublié encore les noms. C'est comme un truc, les noms à Lingala, comme ça. Il y a les trucs de. Oh, ben, oh, j'ai oublié. Il y a des trucs de prostituées là vers le beau marché là, qui sont dans des petits trucs confinés, dans des petits espaces. Vous voyez? Ça, c'est la caractéristique des pauvres avec l'espace. Vous allez voir que tout autour d'eux, quand vous vous éloignez des pauvres, vous allez vers la Gombe,
des grandes maisons dans la commune de la Gombe, quand vous allez vers ma campagne. Et donc, vous voyez que c'est en relation avec, je vois peut-être, euh, Pacajuma. Voilà, voilà, Pacajuma. Vous voyez ça? Pacajuma. Vous voyez, c'est ça, c'est l'espace et dominance. L'espace. Donc, vous voyez que l'espace, mes chers amis, cette notion de l'espace fonctionnel, c'est très important. Alors, il y a cette notion qu'on appelle bulle, bulle spatiale. Bulle spatiale, c'est l'espace où vous vivez. Vous voyez, c'est l'espace, l'individu dominant, les 40 minutes, ça passe peut-être trop vite, hein, pour activer. C'est quand même. L'individu dominant crée ce qu'on appelle le bulle, bulle spatiale. Bulle. C'est-à-dire que le monde, il crée son monde, son espace. Autour de chaque individu, il existe une zone spatiale dotée d'une charge émotionnelle appelée bulle de savon. Cet espace émotionnel qu'on ne peut pas franchir. Vous allez voir ça plus loin. Je vais vous montrer la photo du président Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine lorsqu'il faisait la négociation. Vous allez voir que on augmente la distance dans les négociations. Et à cet instant-là, avec la table qu'ils ont occupée, chacun a trié cette zone spatiale dotée d'une charge émotionnelle qu'on appelle bulle de savon, coquille d'escargot, zone tampon, espace personnel pour ne pas violer. Ça, c'est très important. Donc, les gens s'assoient en négociation, ils sont ennemis, ils ne s'attendent pas, ils se disent des choses méchantes et ils se créent une situation. Et généralement, lorsque vous essayez de franchir cette zone-là, et c'est souvent la bagarre. Regardez, il y a beaucoup d'émissions. Lorsqu'on fait des émissions, des sons, des cloches et consorts, on sépare souvent le belligérant ou les deux opposants, on les sépare. Il y a une distance qu'on doit maintenir parce que, et à côté, il y a souvent les gens qui surveillent dans d'autres émissions que vous voyez, on surveille parce que si on réduit cette bulle spéciale, cette zone émotionnelle, et directement, cela peut générer les conflits qui peuvent aller jusqu'à l'agression, à l'agression, jusqu'à la violence. Cette bulle, elle n'est pas tout à fait ronde. Elle est plus étendue devant que sur les côtés ou par arrière. On peut mieux tolérer une présence très proche sur les côtés qu'une approche directe des faces. Donc, bulle, vous êtes là en face. À côté, on peut tolérer, mais en face, vous allez voir ça avec la photo que je vais vous montrer pour illustrer ce que j'ai dit. Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine. Vous allez voir ça, qu'on peut, d'un côté, on peut tolérer. Vous allez voir que généralement, même quand les chefs de l'État s'assoient, les gars du corps sont flanqués de deux côtés, mais pas en face. En face, c'est une confrontation directe. En face, c'est une confrontation directe. Cette distance entre deux individus, lorsque vous parlez, regardez, même quand vous êtes dans les couloirs, quand vous parlez avec, par exemple, vous parlez avec un assistant ou avec un professeur, vous allez voir qu'il y a une distance. Quand vous parlez entre les amis, il y a une distance que vous adoptez entre les amis, il y a une distance avec un professeur. C'est-à-dire que la distance, ça frustre. Pourquoi il y a des frustrations? Pourquoi parfois ça énerve? Il y a les gens, parfois, quand la personne te parle, plus on s'approche, parfois on devient énervé. Si vous n'avez pas de relation intime, ça énerve. Vous parlez, mais monsieur, souvent on dit ça. Non, gardez un peu votre distance, régulez un peu, s'il vous plaît. Que la personne vous pose un problème que vous ne connaissez pas.
Plus la personne s'approche en face de vous, sans connaître la personne, parfois ça rend énervé. Pourquoi? Parce qu'on franchit, il y a une charge, donc on est en train de franchir ce qu'on appelle votre bulle spatiale. Alors, le méthode utilisée, que vous pouvez utiliser, vous pouvez expérimenter cela, c'est ce que je suis en train de dire, mais vous le faites déjà. Mais vous pouvez expérimenter cela d'une façon réfléchie, consciente, demander aux gens de converser et on mesure la distance qu'ils maintiennent entre eux, assis ou debout. Par exemple, vous pouvez faire ça. Essayez d'observer maintenant. Vous allez voir. Essayez d'observer. Regardez. Ça, ce sont des travaux pratiques que vous deviez faire. Je vais discuter avec l'assistant, mais curieusement, je ne le vois pas. Je ne sais pas qui va. Chaque année, il ne vient pas, c'est pas bon. Mais ce sont quand même des stratégies. On va noter ça. Donc, sans espace personnel, espace personnel, règlement des conflits. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, mais on n'a pas assez beaucoup de temps. Donc, on peut demander aux gens de converser et on mesure la distance qu'ils maintiennent entre eux, assis ou debout. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez faire même à l'université, circuler. Vous allez voir que vous allez mesurer. Vous avez déjà le distance que je vous ai donné. Alors, interrogez ces gens-là. Quelles sont les relations qui vous unissent? Vous allez voir que ça va coïncider. Les gens qui ont 15 à 45 centimètres, vous allez voir que ce sont des gens qui sont très proches, qui sont proches, qui ont un peu des relations intimes, pas forcément des relations amoureuses, je dis intimes, mais entre amis, qui peuvent être des amis, copains, copines, ou copines, des relations intimes, pas forcément amoureuses. Et vous allez voir que si vous mesurez cela, c'est comme ça que qu'on a pu, quand même, la méthode qu'on utilise pour essayer de voir un peu cela. Alors, la tâche qu'effectuent, n'est-ce pas, effectuent les individus et la nature de leurs relations influent sur la distance qu'ils maintiennent entre eux. Par exemple, quelle tâche, professeur, étudiant, vous avez par exemple le chef de l'État avec ses administrés, le ministre, par exemple, voyez, à fonction de la tâche, à fonction de la responsabilité, vous avez aussi une distance. La distance est, il y a une corrélation entre cette distance entre les individus avec la tâche. Par exemple, le directeur d'une entreprise avec ses agents, le patron avec ses agents, entre les apprenants, entre vous, votre tâche, vous avez la même tâche entre vous. En fonction donc de la fonction que vous avez, la vie professionnelle que vous avez, des tâches que vous accomplissez, vous allez voir que la distance dépend également de ce que vous êtes en train de faire. Alors, deux personnes au Canada, par exemple. Les personnes qui se parlent sans cérémonie préfèrent s'asseoir comment? Face à face plutôt que côte à côte. Donc, les personnes ici, c'est comme ça que ça se passe au Canada. Les personnes qui se parlent sans cérémonie préfèrent s'asseoir face à face plutôt que côte à côte. Par exemple, vous savez, ou qui vont dans un restaurant, on se parle sans cérémonie, les gens, les amis qui discutent d'une affaire, dans un restaurant par exemple, on ne s'assoit pas, ils ne vont pas s'asseoir côte à côte, mais on s'assoit face à face. Face à face. Donc, lorsqu'on regarde les gens qui vont s'asseoir face à face, on sait qu'ici, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de cérémonie, ce sont des gens qui se... on peut même détecter la sincérité aussi, la franchise dans la relation, les gens qui se disent des vérités, pas au sens strict des mots, je voulais dire, mais qui sont là, qui discutent.
égal à égal à partir de la façon dont on s'assoit sur une table, face à face plutôt que côte à côte. Alors, les amoureux, eux, préfèrent les côte à côte de manière à avoir leurs genoux en contact que le face à face. Ça, ce sont des observations qu'on fait dans les contacts, dans les vies sociales. Donc, les amoureux préfèrent de manière avoir leurs genoux côte à côte. Alors, les côte à côte n'utilisent que lorsque la distance séparant les deux canapés est trop grande pour permettre une conversation commode. Voilà. Ça, c'est important. À fonction de la distance entre canapés, les gens préfèrent s'asseoir face à face lorsque la distance entre